vous êtes sur TV5 Monde. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag le mot dièse Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Spectacle grandiose pour les 70 ans de la République populaire de Chine. Ces célébrations s'adressaient-elles d'abord au peuple ou au monde? Entre la guerre commerciale avec Washington, le ralentissement économique, mais aussi la contestation à Hong Kong, cet anniversaire tombait-il au plus mal? À mi-campagne pour les élections fédérales, premier débat des chefs en français. Qui l'a emporté? Les sondages donnent libéraux et conservateurs au coude à coude. Comment s'en est sorti le Premier ministre sortant, Justin Trudeau? Et qui est son principal adversaire, le conservateur Andrew Scheer? S'agit-il d'un procès politique? La journaliste Hajar Raïsouni écope d'1 an de prison ferme pour avortement et relations sexuelles hors mariage. L'affaire relance le débat sur les libertés individuelles entre tradition et modernité. Le Maroc est-il atteint de schizophrénie? Voilà pour le sommaire, on en parle avec nos kiosqueurs et les voici tout de suite. Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique au journal La Croix. La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de Kiosque. On signalera le nouveau venu dans la famille, un hebdomadaire de fin de semaine. La Croix, l'hebdo, nous voici le tout premier numéro qui voit le jour aujourd'hui. Félicitations. Caroline Puel, spécialiste de la Chine où vous vivez depuis 35 ans, ancienne correspondante pour plusieurs médias français. En 97, vous remportiez le prestigieux prix Albert Londres pour vos reportages sur place. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment Les 30 glorieuses chinoises de 1980 à nos jours, aux éditions Perrin. Jean Stern, journaliste indépendant, collaborateur à La Chronique, le mensuel d'Amnesty International et au site d'information Orient 21 consacré au monde arabe, au monde musulman et au Proche-Orient. Et enfin, Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi au quotidien d'Oran où vous tenez votre chronique du Blédard. Et puis nous retrouverons tout à l'heure à Montréal Madeleine Blais-Morin, correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci à vous quatre de participer à cette nouvelle édition de Kiosque. Soyez les bienvenus. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclamait la République populaire de Chine depuis les murs de la cité impériale à Pékin. 70 ans plus tard, au même endroit, ce mardi, le régime communiste de Xi Jinping célébrait cet anniversaire avec l'un des plus gigantesques défilés jamais vus à Pékin. Image assez dingue. Caroline, je le disais tout à l'heure, vous vivez en Chine, vous êtes de passage en France. Vous avez un peu manqué une sacrée fête, la fête de la décennie, on peut dire ça. Oui, mais finalement, je pense que je l'ai vu aussi bien à Paris que je ne l'aurais vu à Pékin. Parce que, vous savez, pour assister à ces commémorations, il y a un filtrage absolument énorme. Et très, très rare étaient les élus, donc un diplomate par ambassade, parfois 2 pour les grandes ambassades, un correspondant ou 2 choisis dans la presse, et le reste de la population était prié de regarder la télévision. Donc c'est ce que j'ai fait. Le centre de Pékin complètement calfeutré, totalement calfeutré, voilà, ultra pour sécurisé. des raisons de sécurité. Alors vous étiez déjà en Chine pour les 50 ans et pour les 60 ans de cette fondation de la Chine. Qu'est-ce qui distingue ces célébrations cette semaine? Oui, alors justement, j'avais évoqué ces célébrations dans un de mes ouvrages, là, les 30 glorieuses, et je le relisais un petit peu ce matin pour voir ce qui avait vraiment changé. Finalement, c'est quand même plus ou moins toujours la même mise en scène en 3 actes. Vous avez d'abord une partie militaire qui est là pour montrer un petit peu toute la capacité de dissuasion de la Chine. Mais évidemment, cette capacité militaire, elle a été poussée cette fois-ci beaucoup plus loin
avec notamment donc, le fait de montrer des missiles intercontinentaux qui potentiellement pourraient un jour menacer par exemple les États-Unis. Ça, c'est la partie militaire. Ça, c'est la partie militaire. Ensuite, vous avez une partie histoire de la Chine, où finalement chaque grand leader depuis Mao est montré avec une mise en scène des grandes réalisations de cette période-là. Et puis vous avez une dernière période qui est un troisième acte qui montre en fait les ambitions du pays pour la décennie qui va s'ouvrir. Et là, c'est toujours intéressant d'essayer de décrypter pour voir alors quels sont les grands projets chinois. Alors on va y venir dans un instant. On va peut-être rester sur les images d'abord parce que Laurent, je vous voyais les regarder. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Comment vous les percevez, vous? Moi, je pensais à ce que dit Hannah Arendt sur la politique dans la modernité. La politique constitue d'abord à produire des images. Et à vendre des images. Là, clairement, on est devant, je dirais, une scénographie et une mise en scène spectaculaire de la manière dont la Chine aujourd'hui se voit. Et c'est pas simplement, je crois, des images pour les Chinois, mais aussi à destination de l'extérieur. Et je pense notamment, alors moi je m'occupe de l'Afrique, je vois là, entre autres choses, un message clairement donné aux chefs d'État africains qui, aujourd'hui, Pékin leur dit: vous pouvez compter sur nous aussi sur le plan sécuritaire et militaire. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline? Puisque dans le défilé, on voyait en fait les fameux casques bleus chinois qui ont eu une place assez conséquente qui leur a été donnée. Et c'est vrai que la Chine fait partie des pays qui envoient le plus de casques bleus, qui contribuent le plus aujourd'hui aux forces qui interviennent en Afrique. Donc des images qui s'adressent aux Chinois, mais au reste du monde aussi, Akram et Jean. Akram, peut-être d'abord. Oui, en regardant les images, je pensais à Donald Trump. En me disant il va peut-être vouloir faire la même chose, puisqu'on sait que le défilé du 14 juillet l'a beaucoup impressionné, qu'il a réclamé la même chose à Washington. Le message, la perception américaine de ces festivités doit être intéressante à analyser, parce que c'est une signification de force. La Chine ne recule pas, elle regarde de manière assez, je dirais, confiante l'avenir. Et c'est d'ailleurs un message, c'est un pays qui ne doute pas. En tout cas, c'est l'impression qu'il veut donner. Alors peut-être qu'il y a des problèmes en interne. Peut-être la tête ailleurs cette semaine, mais il aura l'occasion de revoir éventuellement ces images. Jean, ça s'adresse à qui? Je suis très frappé à la fois par le côté colossal et puis par l'oubli que ça masque, puisque les dernières images, au fond, qui nous ont marqués sur cette place Tiananmen, c'est 1989, il y a tout juste 30 ans, et c'est la dernière fois que moi je voyais des chars qui à l'époque écrasaient des manifestants, et effectivement, cette image de puissance que donne la Chine, quelque part aussi, elle est terrifiante, parce que derrière, il y a la réalité d'une société dont ma consoeur connaît certainement mieux les mécanismes que moi, mais qui est quand même une société d'oppression aujourd'hui, et une société de répression également. Alors, je rebondis là-dessus. Est-ce que la population chinoise adhère à ce qu'on a vu mardi ? Alors, elle adhère dans le sens où il y a une fierté nationale qui est évidente, mais elle n'adhère pas forcément à la manière dont ça s'est déroulé. Par exemple, c'est vrai que beaucoup de Pékinois s'agaçaient par exemple des difficultés de transport qui ont émaillé tout le mois de septembre, puisqu'il y a eu plusieurs répétitions, plusieurs coupures de route, etc. Et donc c'est un mélange un petit peu ambivalent. Mais la société dans un sens plus large, est-ce que les Chinois adhèrent à cette proposition qui est faite par leurs dirigeants? Mais la proposition qui est celle de la renaissance finalement de l'Empire chinois, forcément tout le monde y adhère, puisqu'il y a une forme de fierté nationale qui est importante, et une grande partie des auditeurs, enfin des téléspectateurs chinois étaient évidemment devant leur petit écran, puisque c'était d'ailleurs, ça passait sur toutes les chaînes, et c'était vraiment le spectacle attendu pour cette cérémonie. Donc il y avait effectivement un message par rapport à l'intérieur du pays, pour asseoir aussi la force, la prestance du président Xi, qui, comme vous le savez, là en début d'année 2019, a fait en sorte d'être maintenant validé comme président à vie, donc avec une réforme constitutionnelle, et puis un message par rapport à l'extérieur, qui est donc celui de la dissuasion, puisque la Chine s'est toujours située dans cette logique de dissuasion, et un petit peu quand même de ce que les militaires appellent la dissuasion asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien en fait jusqu'où vont réellement les forces militaires chinoises, puisqu'il y a toujours quand même beaucoup de secrets, et on montre ici un élément
élément qui peut faire peur, comme là, donc, ces fameux missiles intercontinentaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire en 2007, lorsque la Chine avait abattu un de ses propres satellites de télécommunication avec un rayon laser, montrant là qu'elle disposait d'une technique que personne ne pensait qu'elle avait à l'époque. Alors, donc on est dans cette logique. Vous disiez tout à l'heure que c'est un anniversaire important, celui de la décennie, puisque le ton est donné pour les 10 prochaines années. Alors, de quoi sera faite la Chine jusqu'en 2029 ? Voilà, donc si on peut continuer à décrypter finalement ces espèces de chariots qui ont un peu une allure de chariots de carnaval, en quelque sorte, on voit que les priorités sont quand même à l'autonomie agricole, puisque l'agriculture et le développement agricole vient en priorité, puis au développement technologique et notamment les nouvelles technologies. Et ensuite, donc tout le côté émergence industrielle, etc. Pour finir, évidemment, par la pacification de l'Empire, avec des représentations de toutes les minorités, et donc Hong Kong, Macao et Taïwan qui figurent en ordre de priorité, donc pour la réunification de, et Hong Kong qui a de la intégré, on va s'y arrêter, voilà, on va s'y arrêter dans un instant, parce que forcément il y avait des images un peu différentes. Jean, vous voulez réagir ? Oui, sur le développement, parce que c'est aussi le développement et les axes de développement du pays. En même temps que ce défilé a été inauguré à Pékin, le plus grand terminal aéronautique du monde, qui pourra accueillir à terme 120 millions de passagers, et la Chine a annoncé le programme de 200 aéroports géants à travers tout le pays dans les 10 prochaines années. Je dis bien dans les 10 prochaines années. Donc on voit bien que là, il va y avoir une accélération, y compris d'ailleurs sur des sujets sur lesquels on s'interroge. Par exemple, le plus grand pays pour le marché intérieur aérien aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais aux États-Unis, comme en Europe, on se pose la question de continuer à faire tous les voyages en avion. Donc on voit bien que ce modèle de développement à marche forcée, il heurte aussi un certain nombre de valeurs qui sont en train de monter dans le monde aujourd'hui. Akram. Et encore une fois, si on devait comparer par rapport au reste du monde et notamment les pays occidentaux, la Chine a un programme, a une vision, alors qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait des doutes là-dessus, et on a l'impression que ce pays a des objectifs. Il y a aussi cette fameuse nouvelle route de la soie, avec ses projets portuaires, ses investissements un peu partout. Et le contraste est assez saisissant avec, ma foi, d'autres grandes puissances, et on pense encore une fois aux États-Unis, on est dans un contexte aujourd'hui d'affrontement plus ou moins ouvert, plus ou moins larvé entre ces deux géants, et le contraste est assez saisissant entre des États-Unis qui se cherchent, qui ont une espèce de discours de politique du verbe, mais qui n'est pas forcément accompagné de progrès et de projets concrets, et on a de l'autre côté un pays qui ne craint pas d'affirmer son ambition et de la montrer. Laurent. Oui, je voudrais juste dire deux choses. D'abord, sur la question de l'adhésion populaire, je crois que les Chinois n'ont pas le choix. Ils sont contraints d'adhérer. Tout au moins, ils ne peuvent exprimer autre chose qu'une adhésion ou bien un silence. Mais évidemment, vu la manière dont la Chine contrôle sa population, l'opinion publique, l'expression d'une parole dissidente ou descendante est absolument impossible aujourd'hui. Ou alors, c'est au prix d'un enfermement, d'une arrestation, d'une élimination. Et je voudrais aussi ajouter, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, mais la Chine, son programme est assez clair. Elle veut devenir la grande puissance, elle veut redevenir la grande puissance qu'elle a été jusqu'au 19e siècle. Et je crois qu'elle veut devenir la première puissance au monde. C'est dit clairement d'ailleurs, c'est tout à fait affiché clairement. Et c'est clairement établi, c'est totalement planifié également, pas simplement pour l'Asie, mais aussi pour l'Europe, moi je vois en Afrique. On a exactement la même démarche aussi en Amérique latine, on en parle très très peu, mais la Chine est très présente aussi sur le continent sud-américain. Clairement, il y a un projet, une proposition, une vision du monde à la fois propre à la Chine, mais qui est aussi expansionniste ou impérial. C'est tout à fait évident. Vous parliez de dissonance tout à l'heure. Il y a des images un contraste saisissant, je le disais, entre ces célébrations à Pékin et puis les manifestations pro-démocratie à Hong Kong de l'autre. À la veille des cérémonies, le président Xi Jinping s'était voulu rassurant. Il a promis de continuer à respecter l'autonomie de cette ancienne colonie britannique. Nous allons continuer à appliquer pleinement et fidèlement les principes d'un pays, deux systèmes. Le peuple de Hong Kong gère Hong Kong, le peuple de Macao gère Macao et un haut degré d'autonomie. Alors, le 70e anniversaire de la Chine était marqué à Hong Kong par de nombreuses actions violemment réprimées. Le contraste est embarrassant pour Xi Jinping à l'international.
Évidemment, ça tombe mal puisque les autorités chinoises savent bien que toutes ces images circulent dans le monde à l'heure actuelle, alors qu'elles ne circulent pas en Chine. Et ça, c'est évidemment important de savoir que la population chinoise du continent n'a pas vraiment une idée tout à fait complète de ce qui se passe actuellement à Hong Kong, puisque la censure opère. Et la propagande est là aussi pour présenter les choses comme une opération de quelques manifestants qui cherchent à créer du désordre. Et évidemment, c'est un peu la perception un peu étonnée qu'en ont les Chinois du continent, qui avaient l'impression que tout allait très bien jusque-là à Hong Kong, qui avaient investi beaucoup à Hong Kong aussi pour la classe un petit peu aisée, qui avait acheté, ce qui avait d'ailleurs contribué à faire flamber les prix de l'immobilier, ou qui allaient faire du tourisme à Hong Kong pour acheter des produits de luxe. Donc tout ça jusqu'au printemps 2019. Alors il y a une image cette semaine qui a choqué, c'était mardi, on y voit un policier tirer à bout portant avec son pistolet sur un lycéen de 18 ans qu'il frappait avec un bâton. Le jeune homme a été blessé, visiblement il est tiré d'affaire. Est-ce que ces violences de mardi marquent un tournant dans la contestation, Caroline ? Alors, il avait été annoncé par les autorités que aucune violence ne devait avoir lieu et qu'il y avait un objectif de contenir la répression sans usage de la violence. Et je pense que le souci était particulier pour que cela s'opère justement jusqu'au 70e anniversaire. Je n'ai pas eu l'impression, compte tenu de ce que je lisais des diverses réactions, puisque ça a été à ce stade, heureusement, un cas isolé. Et donc, il y a eu d'énormes manifestations dans la nuit qui a suivi de mardi à mercredi pour protester donc contre l'usage de la violence contre ce jeune homme qui est actuellement à l'hôpital, mais qui a été quand même, qui risque d'être condamné pour avoir... Qui est poursuivi en tout cas, exactement. Et alors, ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, c'est que donc la directrice de l'exécutif de Hong Kong a fait revivre donc une ancienne loi coloniale pour essayer de mettre en place des lois d'urgence qui permettraient d'interdire le port du masque lors des manifestations. Et manifestations en ce moment justement contre cette interdiction. Et ça, c'était évidemment une mesure qu'avaient choisi de prendre les manifestants pour éviter d'être filmés et donc reconnus lors des manifestations. La question, c'est est-ce que Pékin va prendre le risque en fait de réprimer dans la violence qui se passe à Hong Kong? Qu'est-ce que vous en dites, Laurent? Nous, on a un envoyé spécial à Hong Kong, Dorian Malovic, qui connaît très très bien la région. Et oui, lui, en tout cas, il nous dit qu'on est dans une bascule. C'est-à-dire que Pékin ne laissera pas... en tout cas, il y a un vrai bras de fer et il y a peu de chances que Pékin laisse les pro-démocrates, pour appeler les choses ainsi, continuer à les défier de manière aussi spectaculaire. De la réprimer violemment ? Semble-t-il, ils attendaient le 1er octobre, l'anniversaire, pour ne pas trop abîmer l'image de cette fête réjouissante à leurs propres yeux des 70 ans de la Chine communiste. Mais là, voilà, les images sont passées et on est peut-être entré dans la seconde phase, qui va être la reprise en main et la loi... il y a maintenant... Akram, reprise en main dans la répression, dans la violence ? Possible. En termes d'image à l'international, pour la Chine, c'est pas terrible. L'image peut-être, mais c'est une grande puissance, encore une fois, aujourd'hui, et qui va sanctionner la Chine? Qui va mettre en place des sanctions? Qui va oser... mettre des représailles contre la Chine, sachant que par exemple aujourd'hui on a des représailles assez importantes, on a des violences infligées à toute une partie de la population turcophone, les camps, les enfermements, l'interdiction de pratiquer les Ouïghours, l'interdiction de pratiquer leur religion, même les pays musulmans se taisent. Il n'y a pas de protestation. Je veux dire qu'on est aujourd'hui, le poids critique de la Chine dans l'économie mondiale est tel que, moi je vois mal, les Chinois, à part une image bien entendu, et ça on peut dire que le pouvoir politique peut être attentif à ça, pour le reste, personne n'a la capacité de faire pression sur les Chinois, y compris les États-Unis. Je crois qu'il y a une chose qui est très frappante ces derniers jours, c'est l'effacement du pouvoir autonome, entre guillemets, de Hong Kong, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend pratiquement plus. Et donc on se demande si effectivement, dans les jours qui viennent, une fois passée cette période de célébration, il ne va pas se préparer quelque chose. Et qu'est-ce qui peut se préparer? Quelles seraient les conséquences de ce coup en Chine?
il faut savoir, et vous l'avez dit, la Chine aujourd'hui c'est un goulag numérique, c'est-à-dire que l'information ne rentre pas en Chine, et donc en dehors des milieux de l'élite bien entendu, et donc la population pourra très bien ignorer ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer à Hong Kong. Et je crois que oui, on se prépare à quelque chose d'assez inquiétant dans les prochains jours. Caroline, moi je pense quand même que le gouvernement chinois va essayer dans la mesure du possible d'éviter un bain de sang, parce qu'ils ont connu donc à l'époque Tiananmen et ils savent la réponse que ça a donné. Je pense que la réponse sera beaucoup plus économique. Et elle a été déjà plus ou moins annoncée à la mi-août, lorsque le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait désormais investir massivement sur la ville de Shenzhen, qui est donc riveraine de Hong Kong. On va regarder une carte d'ailleurs, parce que je crois que c'est intéressant de la regarder. Je vous interromps, pardonnez-moi, je vous laisse continuer ensuite. Je crois qu'on peut se rendre en une vingtaine de minutes entre Shenzhen et Hong Kong. C'est une cinquantaine de kilomètres. Vous prenez un métro, vous y êtes. Donc il y a une réelle proximité géographique. Voilà. Et donc il y a peut-être aussi un désir du gouvernement chinois en quelque sorte d'aspirer la substance économique de Hong Kong et de la transférer de l'autre côté de la frontière. Une sorte de réponse finalement à la chinoise en disant, puisque vous voulez le désordre, désormais les affaires sérieuses économiques pourront se passer de ce côté-là. Et j'ai le sentiment, personnellement, y compris dans le discours que vient de faire le président chinois, lorsqu'il dit c'est aux Hongkongais de gérer la question de Hong Kong, en se remettant sur un pays de système, que la volonté est quand même d'éviter le bain de sang. Là aussi, je pense qu'on est plus dans la dissuasion. Ceci étant, et puis également d'animer les groupes internes à Hong Kong qui veulent un retour à l'ordre pour un retour aux affaires, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la stratégie qui va être suivie. Pour conclure sur ce thème, entre cette guerre commerciale avec Washington, le ralentissement économique et puis ce contexte de Hong Kong, est-ce qu'on peut dire que le moment tombait plutôt mal pour ces 70 ans ? Oui, clairement, c'était un mauvais timing. Pareil pour tout le monde ? Oui. Moi, je trouve au contraire que le masque tombe. C'est-à-dire qu'on a le vrai visage de ce qu'est la Chine aujourd'hui, de son projet, de sa manière de résoudre les problèmes et ses opposants. Au contraire, c'est un moment de dévoilement extraordinaire. Alors, Et puis sur les guerres économiques, je ne suis pas sûr de leur influence, puisque l'opinion n'y comprend pas grand-chose, dans la mesure où Donald Trump aujourd'hui mène des guerres économiques dans le monde entier, impose des taxes, des contraintes, etc. Donc on a l'impression parfois que c'est la folie de Trump sur le plan commercial et économique qui fait que les choses se passent comme ça. Donc je ne suis pas sûr que ça marque les opinions autant. Pour conclure, Akram. Encore une fois, mais attention aussi à ne pas généraliser notre perception sur le plateau. Quand on regarde un peu les réseaux sociaux, Internet, on voit que dans beaucoup de pays, ma foi, il y a des opinions publiques, je pense notamment en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique, vous en parliez, qui regardent ça avec beaucoup de prudence, qui estiment que peut-être les Américains sont derrière ce qui se passe à Hong Kong et que, ma foi, peut-être que les autorités chinoises sont totalement légitimes à intervenir par la force. Donc, il y a une perception. Il y a une perception, je dirais, souvent dans nos pays, en Occident, qui n'est peut-être pas répandue partout, notamment dans les pays partenaires de la Chine. Oui, en tout cas, c'est évident que la lecture de ce qui se passe à Hong Kong, on ne peut pas la faire sans mettre en toile de fond le bras de fer qui se livre entre la Chine et les États-Unis sur fond donc de taxes et de guerre commerciale. C'est évident. Et Hong Kong reste une terre d'influence. On le sait bien. C'est une ancienne colonie britannique. Il y a encore évidemment beaucoup de présence internationale. Et au rayon anniversaire chinois, il y a 2 centenaires qui se profilent. En 2021, celui du Parti communiste, avec comme promesse une société de moyenne aisance. Et en 2049, les 100 ans de la Chine qui espère être devenue numéro 1 mondial à ce moment-là. Je vous propose maintenant d'accueillir avec nous depuis Montréal Madeleine Blais-Morin. Vous êtes correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci infiniment d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Vous suivez de près la campagne pour les élections fédérales. Les Canadiens votent le 21 octobre. Et c'est à mi-chemin de cette campagne que les chefs de parti se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé, entièrement en français. Il a donné lieu à des échanges toujours courtois, parfois musclés. Un débat des chefs en français dans le texte. Et voici les 4 chefs. L'actuel Premier ministre Justin Trudeau, Andrew Scheer, son rival conservateur, Jagmeet Singh du nouveau Parti démocratique et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Et le français va permettre plusieurs passes d'armes, la cible privilégiée restant le candidat conservateur. La première chicane concerne les questions de société, l'avortement en tête. Est-ce que vous croyez
en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir, M. Scheer. Je crois que les Canadiens et Canadiennes savent qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat. C'est la même chose pendant l'ancien gouvernement conservateur. Peut-être que je peux montrer comment le faire. Moi, je suis pour le droit d'avortement. Je suis pour le mariage même sexe. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Est-ce que vous êtes prêt de dire ça aujourd'hui? Deuxième foire d'empoigne, l'environnement. Andrew Scheer accuse Justin Trudeau d'être hypocrite sur la question, d'être un faux écolo. Il y a seulement un chef ici ce soir qui a 2 avions pour son campagne électorale. Au cœur de la discorde aussi, la nationalisation du pipeline Trans Mountain qui achemine le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta aux côtes de la Colombie-Britannique. Sur la question environnementale, les conservateurs en prennent aussi pour leur grade. Pour les jeunes qui disent « on a peur pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir », pour ces jeunes, comment vous pouvez dire on va travailler pour les plus riches, on va travailler pour les secteurs pétroliers? Comment vous pouvez dire ça? Enfin, le Bloc québécois n'a pas été épargné, accusé de toujours vouloir semer la zizanie et diviser le pays. Yves-François Blanchet a rétorqué qu'il proposait que le Québec et le Canada soient de bons amis, d'égal à égal, au lieu de mauvais amis, réclamant au passage une meilleure place pour les francophones. Est-ce qu'on est d'accord que le traitement que les Québécois accordent à leur minorité anglophone devrait être équivalent sur l'ensemble du territoire canadien? 2 autres débats des chefs sont prévus. Les Verts et le Parti populaire seront cette fois conviés. Madeleine, vous êtes avec nous depuis Montréal. Bilan de ce débat, qui l'a emporté? Ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre. La question qui est facile, c'est qui a perdu ce débat-là? Et celui qui l'a perdu, c'est le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui n'est pas le premier ministre sortant. Et pourtant, il était la cible d'à peu près toutes les attaques parce que c'était le candidat qui était sur la scène qui était le plus à droite. Donc, tous les soi-disant chefs progressistes attaquait Andrew Scheer et il s'est retrouvé sur la défensive un petit peu démuni. En plus, il y avait la barrière linguistique pour lui parce que le français, c'est pas sa langue maternelle. Alors, ça a été une soirée difficile pour lui. Vous avez vu aussi dans le reportage que tout ça a commencé avec la question de l'avortement et Andrew Scheer est placé sur la défensive depuis plusieurs semaines sur cette question-là. Il est anti-avortement, on le savait, mais pendant le débat, il n'a pas voulu le répéter. Il voulait tout simplement vraiment ne pas diluer son message, c'est-à-dire qu'il ne rouvrirait pas ce débat-là, mais ses adversaires essayaient vraiment de le placer sur la défensive en lui demandant « Mais vous, personnellement, M. Andrew Scheer, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? » Et finalement, le lendemain, il a rappelé qu'il était contre l'avortement, mais qu'il ne dicterait pas ses choix personnels pour en faire une nouvelle loi au Canada. Alors ça, c'est le perdant du débat, ça a été lui. Il y a eu, je vous dirais, 2 gagnants et Justin Trudeau qui s'est retrouvé dans une situation plutôt correcte. Il n'a pas mené un très bon débat, mais il en est sorti pas trop amoché. Et pour un premier ministre sortant qui doit défendre son bilan, c'est quand même pas si mal. Sinon, il y avait Yves-François Blanchet qui s'est très bien tiré d'affaire. C'était son premier débat parce qu'il est un nouveau chef du Bloc québécois, donc une formation politique spécifique au Québec. Évidemment, il était sur son terrain. Lui n'a qu'à défendre des intérêts québécois. Il avait une facilité à manier la langue, donc il s'est très bien tiré d'affaire. Sinon, il y avait Jagmeet Singh, le chef du Parti néo-démocrate, qui a eu des lignes d'attaque assez efficaces. Donc, on considère qu'il a eu un bon débat, mais au Québec, le Parti néo-démocrate est très bas dans les intentions de vote. Donc, qu'il ait mené ou non un bon débat, ça ne va peut-être pas changer le cours de la campagne, pour lui, du moins au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant Justin Trudeau que Andrew Scheer, qui sont leurs 2 partis, sont au coude à coude dans les sondages, les 2 partis, pour gagner, ont besoin du Québec. Donc c'est un débat qui s'adressait aux Québécois? C'est un débat qui s'adressait aux Québécois, mais effectivement, le terrain politique au Québec est très intéressant parce que vous avez raison de dire que le Parti conservateur et le Parti libéral tentaient tous les 2 de faire des gains au Québec.
Je vous parlais tout à l'heure de la formation politique néo-démocrate dont les intentions de vote sont faibles au Québec. Il y a 78 sièges au Québec sur un total de 338 au pays. Donc, c'est une grosse proportion des sièges qui se retrouvent au Québec. C'est la deuxième plus importante province au pays après l'Ontario. Donc, il y avait 14 des 78 sièges qui sont des sièges néo-démocrates, mais qui sont prenables selon les autres formations politiques. Donc, c'est un terrain où il y aura des luttes très serrées pour obtenir ces sièges-là, que ce soit de la part du Parti libéral, du Parti conservateur ou du Bloc québécois. Donc, les chefs qui étaient devant leur podium cette semaine essayaient vraiment de courtiser les électeurs, notamment dans les régions du Québec où il y avait jusqu'à récemment des députés néo-démocrates. Pour eux, ça va être plus difficile de conserver leurs acquis. C'est pas impossible, il reste encore quelques jours à la campagne, donc tout peut toujours changer. Mais disons que c'est plutôt difficile pour eux de conserver leurs acquis. Donc les autres formations politiques essaient de leur dérober ces sièges pour essayer de gouverner, surtout de la part du Parti libéral ou du Parti conservateur. C'est les deux, en ce moment, partis qui peuvent espérer remporter les élections le 21 octobre prochain. Madeleine, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Jean, ce débat en français pour le Québec, mais c'est des élections fédérales, qu'est-ce que ça vous inspire? Le débat, il était en français, il était pour le Québec, clairement, puisqu'au Québec, en plus, il y a des forces émergentes qui sont en train de sortir, soit du côté d'une certaine droite identitaire, soit du côté des Verts, dont on dit qu'ils pourraient monter très fortement. Mais je crois surtout que ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Madeleine Blais-Morin à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de polarisation entre la gauche et la droite au Québec, entre le centre-gauche et le centre-droit, sur des questions qui sont des questions aujourd'hui qui traversent l'ensemble des démocraties occidentales. On a parlé de l'avortement, on peut parler du climato-scepticisme, on peut parler de l'État-providence et de la fin de l'État-providence qu'a réclamé Andrew Scheer. On peut parler également d'une question qui est sensible sur le plan international. Andrew Scheer a demandé, s'il était élu, le déplacement de l'ambassade du Canada de Tel Aviv à Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de marqueurs de la révolution conservatrice qui sont en jeu dans cette élection au Canada. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le Canada est aujourd'hui une des plus grandes social-démocraties au monde, tout simplement, avec un modèle qui fonctionne quand même relativement bien, y compris d'intégration. On le voit, par exemple, avec le président du NPD ou avec le ministre de l'immigration au Canada, qui s'appelle Ahmed Hussein et qui est né en Somalie, qui est arrivé au Canada à l'âge de 16 ans. Donc on voit bien que ce modèle-là, il est au cœur de cette contre-révolution conservatrice qui est en cours au Canada, mais qui n'a pas gagné. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant de la suivre, cette élection au Canada. On voit bien que c'est les 4 prochaines années qui sont en train de se dessiner, là, sur des points de tension. Oui, et en même temps, attention aussi aux faux semblants. Dans le Monde Diplo de ce mois-ci, il y a 2 universitaires canadiens, M. Carman et M. Nimijan, qui ont écrit un article à propos du Premier ministre et toute leur réflexion tourne autour de l'étalage de vertu. C'est-à-dire que la technique du Premier ministre, c'est d'attaquer sur des questions clivantes comme le droit à l'avortement, le mariage gay, mais en même temps, quand on regarde de près, on se rend compte que son bilan, ma foi, par rapport à ce qu'il a permis il y a 4 ans, notamment en politique étrangère, son bilan est peu reluisant. C'est finalement quelqu'un qui ne s'est pratiquement pas dissocié de la politique qui était menée par son prédécesseur. On l'avait présenté à tort au début comme étant l'anti-Trump. On se rend compte qu'aujourd'hui, le Canada est totalement aligné sur les positions américaines, notamment puisqu'on vient d'en parler de la Chine. On a vu aussi que le Canada n'a pas hésité à vendre des armes à l'Arabie saoudite, que sur la question énergétique, ça a été dit dans le débat, donc le Premier ministre n'a pas hésité, sur la question de l'oléoduc, des gaz, du pétrole, bitumineux. Et là, il a laissé faire, alors qu'il avait promis beaucoup de choses. Justin Trudeau avait beaucoup promis, il a beaucoup déçu aussi, puisqu'on est un petit peu à l'heure du bilan quand même aussi de Justin Trudeau. Oui, écoutez, j'en ai parlé avec mon collègue qui s'occupe du Canada, Gilles Biassette à la Croix. Et Gilles me faisait remarquer que Justin Trudeau il a eu une campagne triomphante en 2015. Et là, effectivement, pour lui, ça sera beaucoup plus difficile
mais en même temps, plus difficile. Pour autant, il n'est pas aussi étrié qu'on pourrait le croire, parce que son bilan n'est pas extraordinaire. Il semble que face à la révolution néoconservatrice, il représente encore une alternative pour, je dirais, les libéraux au Canada. Notamment l'affaire de blackface. On pensait vraiment que ça allait l'affaiblir. C'est un scandale qui est sorti il y a 2 semaines. On l'a vu dans des photos d'il y a quelques années, grimé de noir. Et c'est un scandale mais finalement, qui ne l'a pas autant abîmé que cela, par exemple, même s'il y aura des traces, bien entendu, de cette histoire. Mais, et puis en plus, c'est une bête de campagne, me disait Gilles. Il sait mener une campagne présidentielle. Enfin, il a vraiment le talent pour ça. Donc lui, il était plutôt en train de me dire, il le voyait assez bien finalement sortir de ce guêpier. Madeleine, je me tourne vers vous. Justin Trudeau est dans une position plutôt avantageuse, ou est-ce qu'il, justement, ce scandale l'a atteint? Comment il aborde cette seconde partie de la campagne? Bien, en ce moment, on le disait tout à l'heure, les intentions de vote sont vraiment au coude à coude entre libéraux et conservateurs. Mais il faut savoir que des intentions de vote, si elles sont égales, ça ne veut pas dire que les chances sont égales. C'est que les conservateurs ont des forts appuis dans l'ouest du pays, notamment en Saskatchewan et en Alberta, 2 provinces de l'ouest. Et ça ne se transposera pas nécessairement en davantage de sièges, parce qu'au pays, on distribue pas le nombre de sièges par le nombre de votes au total, mais il faut gagner des sièges pour pouvoir aspirer au pouvoir. Et même si les conservateurs sont très, très, très forts au pays, ça ne se transpose pas nécessairement en davantage de votes au total. Alors, les libéraux sont placés dans une certaine avance en ce moment, si on se fie aux sondeurs, mais la course est serrée. Et c'est ça qui est compliqué, parce que les partis vont essayer de se distinguer probablement, mais en ce moment, ce n'est pas tant leur politique qui les distingue. Les conservateurs et les libéraux ont proposé des baisses d'impôts, par exemple, et parfois, c'est difficile de s'y retrouver, à savoir qui propose quoi, parce que les différences sont véritablement dans la marge, dans les nuances. Donc, ce qui s'est passé depuis le début de la campagne, prêtez-moi une expression qu'on dirait de façon familière ici, ils se sont lancés de la boîte. C'est ça qu'on peut dire, c'est essayer de définir son adversaire en fouillant dans les déclarations passées, dans les médias sociaux. Et ça a été une campagne qui a été quand même assez agressive dans ce sens-là. Plutôt sur la personnalité des candidats, des chefs, que sur les programmes où ils ont de la difficulté parfois à se distinguer. Il y a quand même des différences, là, notamment dans la question climatique, de la lutte contre les changements climatiques. Les libéraux disent qu'ils sont beaucoup plus ambitieux que les conservateurs. Il y a aussi des différences dans le contrôle des armes à feu. Les libéraux disent qu'ils veulent resserrer les règles, alors que les conservateurs ne semblent pas vouloir aller dans cette direction-là. Donc, il y a des différences, mais je vous dirais qu'on a assisté surtout à une campagne pour essayer de définir son adversaire que de se présenter comme avec des idées novatrices, je vous dirais. Caroline, est-ce que cette campagne intéresse en Chine? On sait qu'il y a eu des tensions entre la Chine et le Canada ces derniers mois. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça intéresse? Oui, alors évidemment, c'est suivi pour cette raison-là aussi, puisque ce qui a été reproché par la partie chinoise, c'était effectivement ce que vous évoquiez, cet alignement de plus en plus évident sur la diplomatie américaine, et qui a explosé donc à l'occasion de l'affaire Huawei. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a juste un an, la fille en fait du fondateur de Huawei, qui a une résidence à Vancouver, au Canada, a été arrêtée. Elle est maintenant en résidence semi-surveillée dans sa maison. Mais surtout, les États-Unis demandent son extradition parce que le groupe Huawei aurait contourné. En Chine. Donc, effectivement, entre contreparties, il y a eu cette forte tension. La Chine a arrêté 2 diplomates canadiens. Au Canada pour Pékin? Quel est le meilleur scénario pour la Chine? C'est Andrew Scheer? C'est Justin Trudeau? Kiff. Oui, moi traditionnellement la Chine aime bien les partis conservateurs, parce qu'elle a le sentiment de plus voir des situations maîtrisées, mais néanmoins il y avait en tout cas au départ, à l'arrivée de Justin Trudeau, il y avait plutôt une affinité pour ce jeune homme politique, dynamique, etc. Donc il y a à l'heure actuelle, je crois, beaucoup de tractations pour éviter l'extradition, puisque le deadline
et début janvier, et les avocats ont l'air assez actifs. Derrière ça, c'est en fait tous les bras de fer économiques autour de l'émergence de grands groupes chinois. Et effectivement le contrôle des standards. Madeleine, je me tourne vers vous. Il faut malheureusement qu'on conclue déjà. Il reste 2 débats. On a vu le premier, il en reste 2 la semaine prochaine. Est-ce que justement ça va faire un petit peu bouger les lignes, en tout cas au niveau des idées? Est-ce que là des choses vont se passer, vous pensez? Bien, je suis certaine que les partis voudraient que ça se passe, essayer de se distinguer de leur adversaire, essayer de pouvoir prendre une avance. Jusqu'à maintenant, ça fait des jours que les sondages ne bougent pas. Donc, on verra comment ça va se passer. Là, ce sont des débats qui sont importants. Le prochain, c'est un débat en anglais, donc qui s'adresse à l'ensemble du Canada. Et il y a des chefs qui ont probablement eu de la difficulté avec la langue la dernière fois, qui vont avoir plus de facilité cette fois-ci. Donc, des débats importants. Mais si ça ne bouge pas, il y a une forte possibilité qu'on ait droit à un gouvernement minoritaire. On verra, bien entendu, le 21 octobre prochain. Merci, Madeleine, d'avoir été avec nous depuis Montréal. Donc, vous le disiez, en effet, prochain débat en anglais, ce sera lundi. Et puis, en français, jeudi, ce sera chez vous, à Radio-Canada. Donc, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bon vendredi à vous. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec le journaliste indépendant Jean Stern et Laurent Larcher de La Croix, avec Caroline Puel, l'ancienne journaliste spécialiste de la Chine, et Akram Belkaïd du Monde diplomatique. On en vient maintenant à notre 3e thème, le Maroc, secoué par ce qui s'appelle l'affaire Hadjar. La journaliste Hadjar Raïsouni a écopé d'1 an de prison ferme pour avortement et relations sexuelles hors mariage. Elle nie les faits. Une affaire, vous allez le voir, au contour très politique. Hadjar Raïsouni a 28 ans. Ce mois-ci, elle devait se marier. Ce ne sera pas possible. Elle a été condamnée à 1 an de prison ferme, tout comme son fiancé. Son gynécologue écope de 2 ans de prison. On leur reproche un avortement illégal et des relations sexuelles hors mariage. Pourtant, selon son avocat, ces accusations sont infondées. La science, la médecine et les analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de grossesse. Alors pourquoi aurait-elle eu recours à un avortement? Tout est dans le dossier. La science dit qu'il n'y avait pas de grossesse. Pour de nombreux journalistes, le procès est politique. En ciblant Hadjar Raïsouni, le pouvoir veut punir sa famille, des opposants connus, et décrédibiliser son journal, Akhbar al-Yaoum, l'un des rares médias critiques au royaume. C'est-à-dire on est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les libertés, les défenseurs des droits de l'homme, etc., où on commence à s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles. Pour Human Rights Watch, c'est un jour noir pour les libertés au Maroc. Le procès d'Hadjar Raïsouni a suscité l'indignation, au moment où 490 Marocaines se déclarent hors la loi. Elles reconnaissent avoir eu des relations hors mariage. Leur manifeste, coécrit par l'écrivaine Leila Slimani, a été publié dans les médias marocains il y a 1 semaine. Ces femmes revendiquent le respect de la vie privée et dénoncent des lois obsolètes. Elles soulignent aussi la culture du mensonge et de l'hypocrisie. Au Maroc, l'avortement est devenu un mode de contraception. Chaque jour, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués, le plus souvent par des médecins. Akram, s'agit-il en effet d'un procès politique? Absolument. Absolument, et c'est un très bon sujet que vous venez de passer parce que, contrairement à une espèce de bruit de fond, notamment dans les médias français qu'on a entendu, c'est pas juste une affaire de loi rétrograde moyenâgeuse. C'est une journaliste qui a été en pointe dans la couverture des événements du Hirak, ce mouvement de protestation dans le nord du Maroc. Elle travaille pour un quotidien arabophone qui est assez critique à l'égard à la fois du système du Marzen, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la monarchie, et puis elle a surtout 2 oncles qui sont identifiés clairement comme étant des opposants, l'un d'eux allant même jusqu'à contester au roi son statut de commandeur des croyants. Donc, le Maroc est absolument énorme. Notamment, voilà. Et donc, effectivement, on a 2 problématiques. On a effectivement une problématique sur ces lois scélérates, dont certaines remontent d'ailleurs à l'instauration du protectorat, qui mériterait d'être gommée, mais même si la société n'est pas encore prête, mais en tout cas, le texte dont on a parlé, les signatures, c'est une démarche assez courageuse. Mais si on se limite à ça, simplement en déplorant que ces lois existent, qu'on puisse aller en prison au Maroc pour un délit d'adultère ou pour des relations ou pour un avortement, on oublie
le plus important, c'est-à-dire un système politique de répression avec des journalistes. Et elle n'est pas la seule qui sont piégés ou qui sont poursuivis pour des affaires liées à la vie privée et qui sont instrumentalisées pour les faire taire et envoyer des signaux à leurs collègues. Vous avez bien posé les jalons de tout ce qu'on pourrait dire. Si on reprend sur la presse, Jean, c'est clairement la presse qui est visée. Jusqu'ici, le Maroc avait plutôt tendance à asphyxier économiquement des publications qui lui déplaisaient ou qui étaient dans sa ligne de mire. Là, c'est tout à fait autre chose quand même. Là, on s'en prend directement au journalisme, mais ça, c'est pas tout à fait une nouveauté non plus. On a l'exemple célèbre, il y a quelques années, du directeur du journal, qui était un titre indépendant, qui avait été arrêté pour s'être fait vendre des verres par un brocanteur de Marrakech qui avait été soi-disant volé dans un des palais du roi. Donc, si vous voulez, cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, il y a un enjeu totalement paranoïaque au Maroc sur la parole publique, sur la parole des journaux, puisque le palais s'est habitué, dans la tradition d'Hassan II, dans la tradition du père de Mohamed VI, à contrôler l'information, et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias indépendants qui avaient commencé à émerger au début des années 2000, avec d'ailleurs l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, eh ben, tout ça est en train de se casser la figure. Alors, cependant, il ne faut pas non plus totalement négliger, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue, mais il y a un aspect aussi strictement sur les droits des femmes, puisque un des axes de Mohamed VI au départ, c'était la réforme du Code de la famille en 2004, qui donnait malgré tout un peu plus de droits aux femmes, sur la question du divorce, sur la question de la répudiation, sur la question du harcèlement sexuel également, et que tout ça, on a le sentiment qu'on est aussi en train de... Là, il y a un recul, en fait. Oui, il y a un recul, et il y a aussi un recul il y a un recul dans la schizophrénie marocaine entre une société traditionnelle, rurale et relativement conservatrice, y compris dans certains cercles de Casablanca, et une société plus moderne, notamment à Tanger, notamment à Rabat, évidemment, qui est une société plus évoluée, qui aspire à la fois à plus de démocratie dans la pratique professionnelle, notamment des journalistes, des avocats aussi, qui sont tout autant menacés que les journalistes, et aussi à plus de démocratie dans la vie privée. Et donc, si vous voulez, cette espèce de durcissement rend le pays aujourd'hui totalement schizophrénique, puisque la même semaine où elle est condamnée avec son compagnon et avec son gynécologue, avec la secrétaire du gynécologue aussi, vous avez l'inauguration à Rabat d'une biennale d'art féminin avec l'ensemble de l'avant-garde artistique qui s'exprime, féminine, qui s'exprime actuellement dans les pays du Maghreb. C'est, d'un point de vue social, au corps de la femme qu'on s'en prend, là. Moi, je trouve ça très intéressant, au-delà de la question strictement marocaine, de voir qu'il y a de nombreux pays où justement cette question de l'avortement devient une forme de baromètre des avancées ou des reculs de la question sociale sur les libertés de la femme. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant de se référer à ce qu'avait dit à l'époque Simone Veil chez nous, quel avait été son argument finalement pour défendre le droit à l'avortement. C'était finalement pour limiter les accidents et les morts induites résultant d'avortements clandestins. J'étais quand même frappée par le nombre d'avortements qui étaient notés dans ce reportage. Et on voit que la question se pose aux États-Unis, dans certains États. Ce n'est pas limité à la question marocaine, même si on a bien compris que dans ce cas précis, on est sur une question beaucoup plus politique. Il y a un recul sur ces droits, Laurent. Oui, alors moi je dirais 2 ou 3 choses quand même. Alors sur cette question du recul, oui évidemment on assiste à un retour du conservatisme, en tout cas dans le monde, et le Maghreb n'échappe pas à cette réalité, comme l'Afrique subsaharienne que je suis. Clairement c'est absolument évident. D'ailleurs je rappelle, nous on a un correspondant au Maroc qui suit cette affaire bien sûr tout à fait au jour le jour. Il nous rappelait que 15 000 personnes avaient été poursuivies l'année dernière pour débauche en 2018. Donc ça c'est une chose. Alors la deuxième chose, on est quand même, notre correspondant parle aussi bien sûr de cette dimension politique. On ne s'arrête pas qu'à la dimension des mœurs, même si elle est évidemment capitale. Et il nous rappelle que oui, il y a à l'évidence une instrumentalisation de cette affaire pour donner un certain nombre de signes vis-à-vis de ceux qui critiquent le régime. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la journaliste en question et le journal pour lequel elle travaille, non seulement est une voix de l'opposition, mais aussi une voix qui est assez liée au parti Justice et Développement. De sorte qu'on c'est à la fois l'opposition qui est visée... C'est un parti, pardonnez-moi, d'inspiration islamiste. Tout à fait. Comme ça. C'est à la fois un message très clair donné à tous ceux qui s'opposent au régime, mais aussi, et c'est là où ça devient compliqué, aussi un message
adressée aux islamistes critiques du roi du Maroc. Voilà, Mais c'est une société qui bouillonne un petit peu. C'est toujours la question qu'on se pose si on élargit un petit peu le cadre au Maghreb, parce qu'on a vu les printemps arabes, on voit que le Maroc est toujours un cas un petit peu à part, et en même temps on voit que cette société bouillonne, on voit le Irak, on voit que là quand même ça fait un petit peu réagir. Alors, c'est pas l'ensemble de la société marocaine, mais est-ce que là on a une société marocaine qui est un peu une cocotte minute qui peut déborder à tout moment? On a des niveaux de revendication qui sont assez réguliers. Enfin, les gens essaient de prendre la parole, essaient de manifester. On sait que dans le nord du pays, la situation est encore très tendue. Je rappelle encore une fois qu'il y a eu des peines de prison absolument terribles. Il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, voire plus, parce qu'ils ont manifesté contre le régime en demandant tout simplement des emplois et un mieux-être. Et puis effectivement, il y a toute cette société qui bouillonne, ces jeunes qui vivent dans leur siècle et qui, eux, voient un peu partout ce qui se passe et qui revendiquent. En cela, encore une fois, par exemple, le texte qui a été publié est très courageux parce que ça va à l'encontre d'un conservatisme qui ne concerne pas que les islamistes. C'est une bonne partie de la société, y compris dans la haute bourgeoisie, je dirais, de Casablanca ou de Rabat. Il y a des idées qui sont partagées par rapport à la nécessité de punir l'adultère, etc. Le problème, c'est encore une fois les priorités, où va l'argent, qu'est-ce que font les dirigeants de ce pays pour essayer de lutter contre le mal-être social. Moi, j'en reviens souvent à ce qui se passe, par exemple, dans les stades. Il y a cette semaine, encore une fois, à Casablanca, une galerie d'ultra, c'est toujours très intéressant, c'est des slogans politiques. Et donc, ce public-là a énuméré un grand nombre de manifestations d'art contemporain, de musique culturelle, en disant l'argent va là-bas, mais ça ne vient pas chez nous. Or, dans la vision extérieure, l'un des aspects qui conforte l'idée d'un Maroc moderne, ce sont justement toutes ces manifestations-là. Donc aujourd'hui, le Maroc est obligé de faire des choix. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une population qui augmente, il y a des gens qui demandent un mieux-être économique, au moins ça, et on a l'impression d'un immobilisme malgré quelques, effectivement, réalisations qui tranchent avec les voisins, notamment. L'immobilisme est d'autant plus important qu'il n'est pas valable pour tout le monde, si vous voulez. Le roi actuel, qui était porteur de beaucoup de promesses et de beaucoup, même d'espoir, en partie dans la jeunesse urbaine de Rabat et de Casablanca, s'est avéré non seulement un roi absent, peu présent, mais aussi un roi extrêmement affairiste. Il a cru de plus de 50% la fortune dont il a hérité. Il a investi et préempté pratiquement de nombreux secteurs de la nouvelle économie marocaine, notamment dans les compagnies aériennes, dans l'assurance, dans la banque, où il a pris des positions extrêmement fortes. Donc, si vous voulez, le pays est aujourd'hui confronté à un régime qui est tenu par un monarque affairiste, peu présent, peu actif, qu'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux à Bruxelles, à Paris ou à Miami en train de s'amuser. Et donc, ça renvoie quelque chose à la population qui a le sentiment à la fois de vivre très durement. Il ne faut jamais oublier que Hajar Raïsouni a couvert la révolte du Rif, a couvert cette révolution populaire qu'il y a eu dans le nord du pays et qui a été effectivement très durement réprimée il y a 2 ans. Et donc, si vous voulez, cette tension-là, elle est aujourd'hui très, très vive, et c'est pas seulement entre la jeunesse urbaine ou les classes modernes, la bourgeoisie moderne qui est en train d'émerger au Maroc et qui prend des positions très importantes compte tenu de la mondialisation, avec des sièges de sociétés internationales qui s'installent beaucoup à Casablanca et à Tanger, mais c'est aussi cette tension entre le pays qui est écrasé et l'extrême omnipotence du roi qui en réalité ne fait pas grand-chose. Et pour conclure, je crois que Hajar Raïsouni a fait appel, je crois. Donc on va voir ce que la justice dessinera dans la foulée. On passe maintenant, comme toujours, traditionnellement, à la semaine de dilemme. Qu'a-t-il retenu de l'actualité? Eh bien, comme nous, la Chine communiste a 70 ans et toutes ses dents, confirme le président Xi Jinping, pointant du doigt un alignement de missiles pendant le défilé militaire de mardi. La présidentielle en Tunisie avec un candidat qui fait campagne depuis sa cellule. C'est vous qui détenez la clé du scrutin, constate depuis sa prison Nabil Karoui, qualifié pour le second tour du scrutin. Manifestation contre la corruption en Irak. L'opération main propre va devoir attendre, constate ce policier aux mains ensanglantées. Une trentaine de morts et plus de 700 blessés depuis mardi. Pourquoi cette explosion de colère, d'un mot, et pourquoi en ce moment de la jeunesse irakienne, Akram? Système bloqué, beaucoup d'attentes et d'espérances d'une génération qui n'a pas connu Saddam Hussein et un système politique totalement perverti, une démocratie entre guillemets qui ne vient toujours pas. Un printemps arabe peut-être? Bien entendu, mais c'est très clair, c'est la même séquence qu'il y a en Algérie ou en Irak.
Premier anniversaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul il y a un an. Je vous coupe un morceau de gâteau, demande le prince héritier Mohammed Ben Salman, une scie à la main. Enfin, le Brexit, Bruxelles rejette le plan de Boris Johnson, il y a de quoi s'arracher les cheveux, déplore le Premier ministre britannique à la coupe de cheveux en forme d'étoile. Le Brexit, c'est dans exactement 4 semaines, petit frisson dans le dos. Merci à vous 4 d'être venus en plateau, merci en particulier à vous Caroline, bon retour en Chine et à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète, je vous dis à la semaine prochaine.